Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va entamer aujourd'hui notre cours au module de la physiopathologie concernant la troisième unité, qui est une unité de l'appareil endocrinien et urogénital qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine. Et le cours d'aujourd'hui, c'est le cours de l'insuffisance rénale aiguë. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et تعجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا انجام. راح نخلي اللين في القناه تاعي تاع الانستغرام الى تيليجرام في البوات دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تما كلها في لي كومونتير. راح تلقاو لو لين دو سو ديربو ان شاء الله في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc pour le plan de ce cours-là, on commence par une définition de l'EARA, qui est l'insuffisance rénale aiguë. Puis on va connaître les différents types de cette maladie. On a trois types. On a l'EARA fonctionnel, organique et obstructif. Puis les mécanismes physiopathologiques pour faire l'apparition de cette maladie. Puis les causes et on va terminer par les principes thérapeutiques. Donc, tout d'abord, il faut donc faire un rappel physiologique sur la physiologie rénale. Donc, les reins jouent un rôle très important au cours de plusieurs régulations. Donc, un rôle crucial de maintenir la pression artérielle dans les reins, par exemple au cours de l'hypotension artérielle. Donc, les reins, elle va sécréter la rénine qui va vraiment transformer l'angiotensinogène en angiotensine. Donc, l'angiotensine, elle va faire une vasoconstriction. Cette vasoconstriction, elle va augmenter la pression artérielle et bien sûr, elle va moduler l'hypotension artérielle. Aussi, les reins a une fonction endocrine très importante. Kingolo fonction endocrine, donc on a les hormones. Donc les reins, elle va produire et libère plusieurs hormones. Donc on a comme deux exemples sur la fonction endocrine des reins. Donc tout simplement, les reins, elle va jouer un rôle très important dans l'érythropoïétine, qui est cette substance, elle va stimuler la production des globules rouges moelle osseuse. Aussi un rôle primordial dans la conversion du vitamine D, donc la vitamine D en forme active. Donc comme vous savez, le vitamine D a plusieurs fonctions, comme par exemple l'absorption du calcium dans les intestins pour maintenir le métabolisme phosphocalcique en équilibre. Aussi, troisièmement, la régulation de l'équilibre acido-basique. Par exemple, au cours des acidoses, d'accord. Lorsqu'on a une augmentation du taux de l'H+ au niveau sanguin, donc les reins, elle va faire toutes les capacités d'excréter, donc elle va faire une excrétion l'H+ au niveau urinaire et elle va moduler en même temps donc la réabsorption du bicarbonate pour maintenir l'équilibre. Donc aussi maintien de l'équilibre hydroélectrolytique, surtout lorsqu'on dit un équilibre hydroélectrolytique, c'est beaucoup plus. On va parler sur le sodium et le potassium. Donc les reins, les tubules rénaux, un équilibre hydrique. Donc c'est ce type de déséquilibre hydroélectrolytique, c'est très important pour la fonction des cellules et les organes. D'accord? Et cinquièmement, et la fin, donc c'est l'élimination du produit du métabolisme. Comme vous savez, toutes les cellules donc qui m'arrêtent l'ATP pour produire le métabolisme cellulaire, elle va donner des déchets. Donc les reins, elle va excréter ces déchets à l'extérieur. Et aussi les déchets métaboliques comme l'urée et la créatinine, parce que vont explorer et elles vont dire que la fonction rénale est vraiment préservée ou vraiment altérée. Donc, et les autres substances comme les substances indésirables. Donc, l'ENA, elle va filtrer le sang en total et va donc donner une réabsorption pour les produits qui sont nécessaires pour l'activité corporelle et pour les produits, les déchets et les substances indésirables sont excrétés à l'extérieur. Ça.
Donc, c'est quoi l'insuffisance rénale aiguë? Donc, en définition, c'est une diminution brutale de quelques heures à quelques jours de la filtration glomérulaire, qui est la fonction exocrine, entraînant une élévation de la créatinine chez un patient. Ça arrive qu'on a sans insuffisance rénale aiguë préalable, soit chez un patient qui s'est atteint d'une insuffisance rénale chronique. Donc, c'est déjà un épisode d'une insuffisance rénale. Donc, tout simplement, l'épisode de l'insuffisance rénale aiguë, donc, maintenant, c'est une filtration glomérulaire. Les produits indésirables et les déchets métaboliques azotés sont et toujours exister au niveau sanguin. Donc, sont des produits toxiques qui dans le milieu sanguin et ont des effets vraiment graves. Donc, elles mettent en jeu le pronostic vital par l'accumulation croissante des déchets azotés. Les homophlètes anormales sont excrétés par les troubles électrolytiques et de l'équilibre acido-basique. Donc, l'osmolarité est remontée, donc on a des effets de déshydratation cellulaire. Et l'équilibre acido-basique, donc l'insuffisance rénale aiguë, c'est aller s'accompagner avec des signes respiratoires comme une défaillance pulmonaire de maintenir l'oxygénation cellulaire suffisante. Donc il y a une accumulation de CO2 qui va favoriser l'hypercapnie et l'accumulation de l'H+ au niveau sanguin, et donc pas de fonction rénale vraiment suffisante pour excréter l'H+ en dehors de l'organisme, et en même temps la fabrication des bicarbonates parce que les reins sont altérés. Comme tu as fait l'épisode qui fait d'accord. On distingue différents types de ZRA, donc selon l'état de la DURS. On a la première situation qui est la situation le plus sévère, c'est l'IRA sur un état urinaire où le patient il est anurique, donc la DURS est inférieure à 100 cc par 24 heures, donc pas de production vraiment des urines. Donc c'est une idée qu'il y a une différence sévère de la fonction rénale, où les reins ماهيش تقريبا تخدم في les urines, d'accord. Et donc, il y a plusieurs étiologies, plusieurs causes à vraiment donner, comme des lésions graves des reins ou une diminution, bien sûr, significative du volume sanguin rénal. Je fais un badaf les types. D'accord, deuxième situation, c'est le patient est oligurique, donc la DURS est entre 100 à 500 cc par 24 heures. Dans ce cas, vraiment, il y a une insuffisance rénale, il y a des troubles sur les reins, mais vraiment, l'activité de la production des urines, vraiment, elle n'est pas vraiment altérée du grande chose, d'accord. Et la troisième des choses, on trouve une IRA sur un DURS conservé lorsqu'elle est supérieure à 500 cc par 24 heures. Maintenant, l'activité de la formation des urines, elle est مازال راهي conservé. Et pour la deuxième situation, c'est l'hnaïa مازلنا في les premiers stades de l'EAR, d'accord. Donc pour l'insuffisance rénale aiguë est due à une baisse de la perfusion rénale. Donc لهنا باش نبداو نشرحوا bien comme il faut les différents types, et هذه هي اللي تبنى عليها باش اسكو فهمتوا l'EAR ولا لا. ما تركزوا معايا مليح في les différents types de ZRA. Donc soit une baisse de la perfusion rénale, donc c'est l'ERA pré-rénale ou fonctionnelle. Pourquoi pré-rénale? Maintenant le problème elle n'est pas dans les reins, le problème c'est dans le système circulatoire. هذا سميناه IRA pré-rénale, d'accord, ou fonctionnelle, veut dire donc elle n'est pas organique, ما سدش les reins بحد ذاتها. D'accord. Deuxième type, c'est lésion du parenchyme rénal. Donc, c'est une IRA organique. Donc, les tubules rénaux et le tissu rénal est touché. Et troisième type, c'est l'obstacle sur les voies urinaires excrétrices. C'est l'IRA post-rénal ou obstructif. En général, réversible sur traitement, mais il y a des séquelles possibles. D'accord. Pour le diagnostic différentiel de l'IRA, donc il faut éliminer en première du temps un globe vésical devant une anurie. Patient présente une anurie, donc les urines sont donc stagnées dans la vis. D'accord. Maintenant, il y a une formation de globe vésical.
C'est vrai qu'on a l'anurie, les reins, mais je dis la production des urines, mais il y a des cas où il y a une production des urines, mais il y a un problème vésical dans la vessie, donc pas d'évacuation des urines fait l'urètre, d'accord? Maintenant, il faut faire un examen clinique vraiment global et donc لازم نشوفوا les antécédents médicaux تاع le patient تاعنا est-ce que عنده un passé avec les globes vésicales et les problèmes vésicales, d'accord? Aussi pourquoi pas faire une échographie pour vraiment identifier et donc confirmer la présence du globe vésical et il y a une rétention urinaire. D'accord? Deuxième des choses, confirmer le caractère aigu de l'insuffisance rénale aiguë par une anamnèse, une bonne interrogatoire. Donc, il faut faire une relation avec le patient pour prendre une histoire détaillée. D'accord, il faut les antécédents. Est-ce qu'il y a un antécédent avec les infections urinaires? Est-ce qu'il y a un traumatisme ou non? D'accord, parce qu'un traumatisme, un accident peuvent donner des problèmes parenchymateuses rénaux, des problèmes circulatoires, des problèmes sur les voies excrétrices et va donner les trois types de l'insuffisance rénale. Je vais en bas là. Aussi, l'état biologique, d'accord, comme l'hypocalcémie et l'hyperphosphorémie, donc parce que on peut le voir au cours de l'insuffisance rénale chronique. Je n'ai pas si vous si vous faites vraiment un bilan biologique et vous trouvez une hypocalcémie ou une hyperphosphorémie, toujours les causes de l'hypocalcémie ou de l'hyperphosphorémie, pas éliminer qu'il n'y a pas un problème, par exemple, parathyroïdien, d'accord? Donc, il y a cette perturbation. On va voir au cours de l'insuffisance rénale chronique que l'insuffisance rénale aiguë. Mais le corps d'une perturbation électrolytique, surtout au niveau de la calcémie et de la phosphorémie au cours de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, s'il y a une hypocalcémie ou une hyperphosphorémie, donc on va aller jusqu'à l'insuffisance rénale chronique. Aussi, on peut trouver une anémie normochrome normocytaire. Veut dire que la taille des globules rouges est vraiment préservée, mais le nombre vraiment est diminué. C'est ça l'anémie normochrome. D'accord? On peut trouver cette identification au cours de l'insuffisance rénale chronique. Mais j'ai comme une information sur le système modulaire. Donc, comment je différencie entre l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique? Donc, c'est la présence de l'anémie. Parce que au cours de l'anémie, donc au cours de l'insuffisance rénale chronique, qui m'a donné l'introduction de la physiologie, donc les reins jouent un rôle très important au cours de la production de l'érythropoïétine pour la production des globules rouges au niveau de la moelle épinière, la moelle osseuse. D'accord? راح نشوفوا l'épisode de l'anémie au cours de l'insuffisance rénale chronique, c'est pas au cours de l'insuffisance rénale aiguë, parce que l'érythropoïétine est réservée au cours de l'insuffisance rénale aiguë. Aussi, identifier la taille des reins qui est diminuée, qui va orienter vers l'insuffisance rénale chronique. Fait l'insuffisance rénale aiguë, c'est beaucoup plus la taille des reins normale, où il est vraiment augmenté, donc en raison qu'il y a une inflammation ou un œdème. Donc c'est toujours l'imagerie par l'échographie ou par un TDM, donc elle va donner la réalité. Ça. Donc pour affirmer l'insuffisance rénale aiguë, donc on va mesurer la créatinémie, d'accord? Donc le taux normal de la créatinémie, c'est entre 80 à 120 picomoles par litre. Donc c'est ça le taux réel au niveau de la circulation générale. Non fiable chez les personnes âgées ou dénutries, d'accord? Donc la détermination aussi de la clairance de la créatinine par la formule de la Cockcroft et Galt, donc en détail parce que en deuxième année. Donc la clairance en général, donc je te donne une idée, c'est donc on a des produits donc toxiques au niveau sanguin, la créatinine et l'urée. Donc les reins ou l'activité interne, c'est la filtration et
l'épuration. C'est beaucoup plus, c'est l'épuration. Le corps, mais les produits toxiques. C'est ça. Donc, on a des produits toxiques, on a la créatinine, on a l'urée. Donc, c'est quoi la clairance? C'est la capacité la circulation générale من les produits toxiques. Si le taux de la créatinine et du lait sont diminués, je veux dire les reins de l'épuration. Si sont augmentés, il y a un problème rénal. Donc pour la clairance rénale, donc clairance en créatinine, donc c'est par le formule de Cockcroft. Donc c'est 140 moins l'âge fois le poids fois 0,85 pour les femmes sur la créatine. Donc le poids en kilogrammes, pardon. Et donc les autres sont écrits pour les unités. C'est l'intérêt de la suite de l'évolution et le diagnostic du stade de l'insuffisance rénale chronique. Non fiable, c'est si le personne de plus de 75 ans où le poids est extrême, très obèse le patient. Affirmer la sévérité de l'insuffisance rénale, mais peu d'intérêt au cours de l'insuffisance rénale aiguë. Donc c'est la suivi de la créatinémie suffit. Donc l'ENAIA, c'est beaucoup plus cette formule, c'est pour vraiment stadifier l'insuffisance rénale chronique. D'accord? Ça, on trouve les caractères aigus de l'insuffisance rénale aiguë. D'accord? Se base sur l'augmentation de la créatine sérique. Donc on va faire un dosage. D'accord? Le patient présente des signes cliniques orientateurs vers un problème rénal. Donc on va faire un bilan complet qui contient principalement le dosage de la créatine et l'urée. Et sur une diminution aussi de la DRS. La production des urines est vraiment altérée. Donc, ce sont deux signes biologiques qui sont orientés vers l'insuffisance rénale aiguë. Il s'agit d'un syndrome clinico-biologique dont les étiologies sont multiples, bien sûr. Il faut toujours accorder la clinique et la biologie. Donc, un bilan sans prendre une idée sur la clinique du patient. Donc, parce que les études sont multiples. Le degré de la gravité varie de l'atteinte rénale aiguë jusqu'à l'insuffisance rénale aiguë. Et on a des critères de gravité. Les kémagounaham, le taux de la créatinine sérique qui est augmenté, la diminution vraiment significative de la DRS, aussi des symptômes comme la nausée, les vomissements, les confusions, aussi des anomalies électrolytiques. Donc le bilan vraiment de, par exemple, de l'ionogramme, il n'est pas vraiment stable. D'accord? Donc pour la gravité de l'insuffisance rénale aiguë, donc se fait selon l'échelle et la classification de KIDGO. Donc, c'est une abréviation anglaise qui veut dire Kidney Disease Improving Global Outcome. Donc, c'est une classification pour classer, d'accord, l'insuffisance rénale aiguë selon des stades et selon la gravité, d'accord. Le premier stade, donc, on a maillé la classification, on a selon la créatinine et selon la DRS. Donc selon la créatinine, donc stade 1, c'est l'augmentation de la créatinine sérique de 1,5 à 1,9 que la valeur de base. Donc sur donc le temps 1 à 7 jours ou une augmentation de supérieure et égale 26,5 picomol sur les 48 heures. 2 jours seulement, et la DRS vraiment est inférieure à 0,5 ml par kilo par heure sur 6 à 12 heures. Donc les nerfs, comme tous les stades, mais le plus important c'est la créatinine, le temps de l'installation et la DRS. Trois des choses pour classer l'insuffisance rénale aiguë. D'accord? Puis, il faut affirmer son caractère. Est-ce qu'elle est fonctionnelle ou organique? Les types. Parce que l'obstructif est combien, d'accord? Donc, la perturbation est entre le fonctionnel et l'organique. Donc, un paramètre très important, c'est le paramètre de l'excrétion urinaire du sodium. D'accord? La natriurése normale est entre 20 à 40 milléquivalents par litre. C'est un élément variant selon le volume urinaire, bien sûr, selon la DRS.
Ce paramètre-là est calculé par cette formule. Donc, les plus importants, si la fraction d'accord, d'excrétion du sodium est inférieure à 1, donc on a dans le stade de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Maintenant, le problème, c'est dans le système circulatoire. Si vraiment, la fraction d'excrétion de sodium est diminuée. Les reins ont une réabsorption de le sodium pour augmenter l'osmolarité. Et donc, elle va orienter vers l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Il y a un problème sur le débit. Donc, elle a une réabsorption du sodium pour augmenter la pression artérielle et pour maintenir l'équilibre. D'accord? Mais si la fraction d'excrétion de sodium est supérieure à 2, donc il y a un problème organique. Un problème pour, par exemple, des lésions directes les tubules rénaux, la perte et fuite le sodium au niveau du compartiment urinaire, alors il vers l'extérieur et donc il y a une augmentation de la fraction d'excrétion du sodium. Elle est très très facile, donc dans le cas au cours aussi d'une nécrose tubulaire aiguë. Et donc si la fraction d'excrétion du sodium est entre 1 et 2, donc supérieur ou égal 1 et inférieur ou égal 2, donc c'est une IRA intermédiaire, d'accord? Et ce type de paramètres, l'excrétion ou la fraction d'excrétion du sodium, elle n'est pas spécifique à 100% pour maintenir la différence. D'accord. Nous fait c'est lié à la physiopathologie et les principaux types les insuffisances rénales aiguës. Donc, on a une loi très importante à connaître, c'est la débit de filtration rénale, c'est le gradient de pression transcapillaire glomérulaire sur la pression d'ultrafiltration fois le coefficient de la filtration. D'accord, c'est ça le loi que en deuxième année. Donc, pour le gradient de la pression de transcapillaire glomérulaire, il dépend de la différence de la pression hydrostatique entre les capillaires glomérulaires, d'accord, qui est voisine de 45 mm et mercure. La pression hydrostatique est la force qui est exercée par le flux sanguin à les capillaires rénaux. D'accord? Et donc, elle est en relation avec la chambre urinaire du glomérule, qui elle est en relation avec la résistance exercée par le flux des urines, les glomérules, d'accord? Et de la différence de la pression oncotique entre le capillaire glomérulaire, donc prenez les abréviations de chacune, d'accord? Que c'est une pression environ de 25 mm et mercure, donc la pression oncotique c'est la pression des protéines plasmatiques, principalement l'albumine, parce que l'albumine le chef d'orchestre les protéines plasmatiques, donc qui est vraiment fabriqué par les urines, par le foie, et la chambre urinaire qui est nulle à l'état normal. C'est ça la loi qui regroupe tous ces paramètres. C'est pas la peine de prendre parce que je vais vous comme l'examen, d'accord? معناتها واش نقدو نديرو كوم اون ريزومي par ce schéma là معناتها لهنايا la pression de la filtration glomérulaire elle dépend de deux paramètres liés à la pression hydrostatique, la pression le flux sanguin sur les glomérules, donc c'est exercer une force, et la pression oncotique les protéines, d'accord? Ces forces, l'hydrostatique et oncotique, elle va vraiment donner le caractère de la filtration glomérulaire pour les différentes substances, soit des fluides ou des solutés à partir ou à travers les capillaires glomérulaires. Donc, pour formation des urines à la fin, donc pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique, puis des urines vers les voies d'excrétion. Donc, les ERA s'installent si le débit sanguin rénal est diminué au cours des hypovolémies, au cours aussi des états de choc, d'accord? Par exemple, l'hypovolémie au cours d'une déshydratation sévère, on a les liquides corporels, il va diminuer le débit vraiment circulatoire. Les états de choc, n'importe quel type des états de choc, donc c'est beaucoup plus les états de choc hypovolémiques, où le débit sanguin rénal et donc la perfusion est réduite vraiment. Aussi,
la réduction des résistances efférentes. Donc l'هنايا في هذه la situation شدنا donc vraiment une vasodilatation في les artérioles efférentes glomérulaires. Donc cette vasodilatation donc يزيد le débit sanguin glomérulaire et qui va donc favoriser l'apparition de l'insuffisance rénale aiguë. Troisième situation, c'est le contraire vraiment, c'est l'augmentation de la résistance les voies afférentes, d'accord, c'est la vasoconstriction pré-glomérulaire, où il y a une vasoconstriction, il y a le débit sanguin les capillaires glomérulaires, et donc il y a le débit sanguin glomérulaire, et donc une malperfusion et une installation de l'insuffisance rénale. Et quatrièmement, donc, on a une augmentation de la pression urinaire par un obstacle intratubulaire, veut dire qu'il y a un obstacle les tubules rénaux, donc le flux normal de les urines marche bien comme il faut, ou là sur les voies excrétrices. Par exemple, les guides d'urine ont une obstruction dans les voies excrétrices, on a les tumeurs, les calculs rénaux, donc à résider les pressions les tubules rénaux, d'accord? D'accord. Donc, pour la classification, tu as les insuffisances rénales aiguës. On a trois types, pré-rénale, rénale et post-rénale. Vous voyez donc les différentes parties. Donc, on a fait les insuffisances rénales. Pré-rénale, le problème, on fait le système circulatoire. Rénale peut toucher le tissu rénal et les tubules rénaux. Et le post-rénal, le problème, fait les voies excrétrices, milieu urtère, d'accord? صح نبداو la première le premier type c'est les IARA fonctionnels, d'accord. Donc les caractéristiques, c'est pas de lésions anatomiques et histologiques sur les tubules rénaux et les reins, d'accord, en général. Récupération rapide et complète avec un traitement histologique, par exemple une hypotension artérielle, donc on va traiter l'hypotension ou un problème, n'importe quel problème circulatoire, on va les traiter et donc il y a une on va reprendre l'activité rénale. Donc, on a deux mécanismes principaux pour ce type-là. On a la baisse du flux sanguin rénal, c'est la rein ischémique par diminution de la volémie. Qui a une baisse du débit lié à les reins, quelle que soit l'étiologie, par exemple des hémorragies, un état de déshydratation, un état de choc, choc hypovolémique, d'accord. Le corps a beaucoup vraiment de liquide. Alors, un état d'une ischémie, c'est une hypovolémie vraiment significative, la perfusion rénale, mais je sais bien comme il faut, donc l'oxygène et les nutriments liés à les cellules rénales sont diminués et donc on a à l'état de l'ischémie, d'accord. Deuxième situation, c'est le déséquilibre de la régulation de la filtration glomérulaire, c'est le rein instable par la donc le balance entre la vasoconstriction et la vasodilatation. L'état physiologique normal, balance entre la vasoconstriction et la vasodilatation est normal. Mais, à rein instable, il y a beaucoup vraiment d'étiologies qui va vraiment altérer cette balance de la vasoconstriction et la vasodilatation. Donc, par exemple, on a des anomalies hormonales, perturbation du système nerveux, donc qui est très important pour la régulation, donc le système autonome, donc sympathique et parasympathique, et aussi toujours indiquer les traitements du patient. Donc les a des problèmes de la vasoconstriction et la vasodilatation qui m'a goûté la vasoconstriction a le débit donc les tubules rénaux et donc il y a une hypoperfusion. Et l'état contraire, c'est la vasodilatation. On a une hyperperfusion, une hyperfiltration glomérulaire. On a les glomérules. Et donc, ce deux types-là va donner un état d'insuffisance rénale aiguë. D'accord. Une hypovolémie se fait par exemple par une insuffisance cardiaque, donc diminution du débit cardiaque, une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone, donc le système sympathique qui travaille pour moduler l'état, l'activation du système nerveux autonome, d'accord, pardon, c'est le système hormonal
et le système nerveux autonome par le système sympathique pour réguler l'état. Donc on a une augmentation de la réabsorption hydrosodée, donc pour augmenter l'osmolarité, une vasoconstriction des artérioles efférentes et augmentation des résistances systémiques pour prévenir la filtration glomérulaire et pour augmenter le débit sanguin rénal et pour la perfusion rénale. C'est ça, c'est l'adaptation physiologique, d'accord? Donc, qui t'installe les différents phénomènes physiopathologiques soit les reins instables ou le rein ischémique, bien sûr, on a des conséquences. Donc, donc les structures sans souffrir sont en première du temps, c'est les glomérules, bien sûr. On trouve une vasodilatation de l'artériole afférente, d'accord, par la prostaglandine. Donc, la baisse de la pression de filtration glomérulaire, la prostaglandine, c'est parmi les moyens de la régulation vasculaire, une vasodilatation de l'artériole afférente. Pourquoi? La vasodilatation réduit le flux sanguin dans les capillaires glomérulaires pour donc compenser l'état de l'hypoperfusion. Aussi, la vasoconstriction post-glomérulaire, c'est l'état contraire de l'artériole efférente, d'accord, c'est le système rénine-angiotensin-aldostérone qui est, donc le système rénine-angiotensin, donc qui va vraiment augmenter la résistance au cours des artérioles افيرونت j'ai bien dit فرق بين افيرونت و افيرونت باسكو هنايا تتخلط في لي كي سي ام داكوغ هنا علاش راهو يدير اون فازوكونستريكسيون في لي زارتريول افيرونت donc c'est pour augmente la résistance à l'écoulement du sang hors des capillaires glomérulaires et donc elle va augmenter la vasoconstriction, elle va augmenter la pression de filtration, d'accord. Le phénomène d'autorégulation rénale au-delà d'une certaine limite, cependant, l'adaptation n'est plus possible et la pression de filtration est chutée et l'apparition de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle apparaît. Alors, c'est pas vraiment de phénomène de compensation et l'hypoperfusion d'air et donc elle va donner l'état de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Et au niveau tubulaire, je vais donner une réabsorption tubulaire proximale du sodium liée à la baisse de la pression hydrostatique dans les capillaires prétubulaires sur l'effet de l'angiotensine 2. Et là, une réabsorption distale accrue du sodium sur l'effet de l'aldostérone, parce que l'aldostérone, c'est un hormone hyper natriurétique. Donc, le taux du sodium au niveau sanguin. Natriémique, donc augmenter le taux du sodium au niveau sanguin et diminuer le taux du potassium. Une augmentation de la réabsorption de l'eau, donc qui suite, sont tous des phénomènes de compensation, d'accord, qui suite à une réabsorption du sodium au niveau du tubule proximal pour maintenir une pression artérielle vraiment suffisante pour perfuser les reins, d'accord, et sur l'effet de l'ADH au niveau du tube contourné distal et du tube collecteur. Donc l'ADH, elle va augmenter l'état du soif et le patient chauffe le main et donc elle va augmenter la volémie. L'urine excrétée est donc peu abondante, l'effet de l'ADH, donc on a un état de l'allugurie, une allugurie qu'on dessine clinique, pauvre en sodium, riche en potassium, l'effet de l'aldostérone, acide et très concentré en osmole, d'accord, particulièrement en urée. On trouve l'hypercalémie apparaît en raison de la diminution du flux tubulaire distal et en raison de la nécrose tubulaire distale qui réduit l'excrétion du potassium. مثلا كي نقصنا le flux tubulaire distal لهنا راح donc ما عندناش la capacité vraiment complète pour excréter le potassium au niveau urinaire, donc راح نلقاو une hypercalémie et une hypocalurie, d'accord. معناتها ما كاش le potassium au niveau
urinaire. Et aussi au cours d'une nécrose tubulaire distale, il y a un mort cellulaire dans la région distale de les tubules et donc pas de capacité fonctionnelle d'une élimination du potassium. Pour l'urée, la réabsorption d'eau par les tubules collecteurs s'accompagne d'une réabsorption passive d'urée, expliquant l'augmentation plus importante de l'urée plasmatique qui indique le prélèvement sanguin que de la créatinine au cours de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, l'augmentation du taux de l'urée mène la créatinine. D'accord. Ça كملنا donc فهمنا les mécanismes physiopathologiques. قلنا هنا une diminution de la filtration glomérulaire non due à lésion rénale mais à une diminution de la perfusion rénale d'origine systémique. معناتها تفهمنا باللي هنا رانا مازلنا في الفونكسيونيل ما عندنا ولا بروبليم في لي فلوران دونك الفونكسيون دونك ولا الستركتور اناتوميك. Donc on a un problème systémique, hypovolémie vraie, donc par perte par exemple digestive par les vomissements, par exemple par les diarrhées, perte cutanée par une hypersudation, une hypovolémie efficace. Pardon, c'est pas ça vraiment le cause le plus important. Ça une déshydratation sévère ou au cours des brûlures. Des brûlures, ça une hypovolémie, d'accord, d'origine cutanée. Hypovolémie efficace, donc une insuffisance cardiaque, une cirrhose, donc l'apparition du troisième secteur, par exemple au cours du péritonite. D'accord, et une hypotension avec un choc hémorragique, septique ou cardiogénique selon le type. Soit des problèmes locaux par des inhibiteurs de l'enzyme de conversion d'origine médicamenteuse, donc les UC provoquant une abolition de la vasoconstriction artérielle efférente, d'accord, ce type de médicament, elle va inhiber la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, donc pas d'effet de vasoconstriction. Alors, donc elle va entraîner une dilatation et donc l'apparition de l'insuffisance rénale aiguë. C'est beaucoup plus un traitement de non-nature pour les patients qui sont cardiopathes. Des ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, empêchent la sécrétion de prostaglandines vasodilatateurs. Toujours, on a un état de vasoconstriction et la perfusion rénale. Conséquence, donc modification humorale mise en jeu, donc le système rénine-angiotensine et la vasoconstriction intra-rénale. Donc pour les arguments du diagnostic, donc le contexte, soit le contexte d'hypotension, d'une collapsus, d'un état de choc. Donc pour le bilan biologique, on trouve une natriurèse basse, bien sûr. Donc il y a une réabsorption totale avec une grande partie du sodium. D'accord. Urée et créa sont très élevés. Et donc l'urée est plus élevée que la créatinine qui va donc donner un argument. On a une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. L'évolution rapidement réversible après un traitement des désordres responsables, soit une hypotension, collapse sur l'état de choc. Le traitement selon les problèmes hémodynamiques. D'accord. Deuxième type, on a l'insuffisance rénale aiguë rénale ou organique. Donc on a des lésions anatomiques vraiment apparentes sur les vaisseaux, les glomérules, l'interstition ou les tubules. Donc pour les étiologies, donc on a donc parmi les étiologies, on a des fameuses étiologies comme le nécrose tubulaire aiguë. Pour l'étiologie du nécrose tubulaire aiguë, on a souvent plusieurs mécanismes intégrés. Donc, des étiologies de l'insuffisance rénale fonctionnelle prolongée. Maintenant, le nécrose tubulaire aiguë au cours, par exemple, d'une insuffisance rénale fonctionnelle prolongée. Ces états peuvent être provoqués par des conditions telles que l'hypoperfusion rénale persistante et prolongée. Toxiques comme l'utilisation des aminosides, qui sont un type des antibiotiques ou des cyplatides, des métaux lourds et des éthylènes glycols ou des solvants, qui sont tous des produits toxiques qui donnent des dommages sur les tubules rénaux, d'accord, et va favoriser l'apparition d'une nécrose tubulaire aiguë. Aussi, l'hémolyse aiguë,
معناتها تصنع une dégradation massive تاع les globules rouges donc les nerfs normalement il lui donne un dommage donc tubulaire et donc elle va changer l'état histologique, d'accord. La rhabdomyolyse donc que c'est une infection vraiment musculaire, donc c'est une destruction musculaire, avec la créatinine plus élevée que l'urée, donc une hypercalémie, d'accord, une hypercalcémie, l'uricémie, et donc les indicateurs musculaires comme la myoglobulinémie et la myoglobinurie sont augmentés, d'accord. Pour l'évolution, guérison spontanée 10 jours à 3 semaines, donc si l'ERA persiste plus de quelques semaines, c'est une probable d'une nécrose corticale. معناتها la guérison تصل de façon spontanée من 10 jours à 3 semaines. إذا رجعنا les formes et les facteurs étiologiques اللي هضرنا عليهم donc هتكون de façon spontanée. Mais elle persiste إذا قعدت لنا l'insuffisance rénale أكثر من أكثر من 10 semaines, donc quelques semaines. Maintenant, le problème معناتها كاين des lésions sévères, d'accord, et il y a des cicatrices rénales. Donc les lésions sont tendues. Ça, concernant les ARA par nécrose tubulaire aiguë post-ischémique, on a se fait par plusieurs choses comme des médiateurs de la vasoconstriction, le système angiotensin, le prostaglandine, les facteurs vasoactifs comme l'endothélium et l'endotoline, et aussi donc qui va faire la vasodilatation, et aussi le monoazote, et les médiateurs des lésions des cellules tubulaires épithéliales, d'accord, comme les ATP, l'adynosine et l'H+, les radicaux libres. Donc on donne des exemples donc en quelques molécules, comme par exemple le calcium. Les nerfs va donner une activation des enzymes qui va faire la destruction cellulaire, des lésions cellulaires vraiment importantes, comme par exemple l'H+, elle va donner une état d'une acidose, donc il y a des micro problèmes de l'acidification, et donc il y a des lésions cellulaires et un dysfonctionnement. Aussi l'altération de la cytosquelette, et d'une neutrophile et d'une apoptose. Donc donc pour les conséquences, les conséquences de la vasoconstriction intrarénale, donc diminution de la confection d'ultrafiltration, la filtration rénale bien comme il faut, et le flux sanguin rénal est diminué. Et pour les conséquences de lésion des cellules tubulaires épithéliales, une discoamation cellulaire, mort cellulaire, rétrodiffusion de l'ultrafiltration glomérulaire, et donc chute des débits de la filtration glomérulaire. Donc les reins sont sacrifiés. D'accord? Deuxième étiologie, on a la néphropathie interstitielle aiguë. Pour leur diagnostic de l'IARA, donc on trouve une IARA oligo-anurique à diurèse conservée. D'accord? Début brutal ou progressive. Et on trouve une protéinurie minime d'origine tubulaire, d'accord. Maintenant, elle va signifier que les protéines filtrées ne sont pas correctement réabsorbées par les tubules rénaux, d'accord. Pas d'HTA, pas d'œdème, donc maintenant l'œdème ou l'HTA n'est pas typique pour ce type de néphropathie. Et on peut observer la présence des globules rouges et des globules blancs au niveau urinaire, donc c'est probable, d'accord. Pour les étiologies, sont des étiologies infectieuses comme la polynéphrite aiguë, qui c'est une infection d'origine bactérienne ou une réponse inflammatoire dans les tissus interstitiels. Donc beaucoup de manifestations cliniques comme la fièvre et les douleurs lombaires, et le patient dysurique, d'accord. Des infections hématogènes sont aussi voyées, qui on trouve une fièvre hémorragique, quelques virus qui peuvent causer la néphropathie interstitielle, qui sont une infection systémique. Aussi, on trouve la leptospirose, donc c'est une maladie bactérienne qui touche les reins, et une état septicémique sans choc sont aussi vraiment voyés. La troisième étiologie, c'est les étiologies allergiques,
quelle que soit l'origine تاعها, soit d'origine médicamenteuse ou n'importe quelle substance de la direction immunitaire, le tissu rénal, beaucoup de signes cliniques comme la fièvre, les éruptions cutanées et le bilan biologique, les ionosophiles sont augmentés. D'accord? D'accord, pour les étiologies, donc pour les ERA organiques, on a les étiologies vasculaires, les vaisseaux extra-rénaux, donc on trouve du thrombose ou des embolies ou des sections ou des traumatismes qui vont obstruer les vaisseaux. Au cours des vaisseaux intra-rénaux, donc une vascularite de Wenger, qui c'est une vascularité systémique, une inflammation des vaisseaux sanguins, donc une formation du granulome, les voies supérieures, donc en général les reins. Aussi la vascularité de Takayuchi, qui est une manifestation où une vascularité les grandes artères comme l'aorte par exemple ou les branches principales des autres causes comme la micro-angiopathie thrombotique. Donc ce sont des problèmes du thrombose. D'accord. Troisième type, c'est l'ERA obstructive. Donc, l'ERA obstructive, le mécanisme de la diminution de la débit de la filtration glomérulaire, augmentation de la pression hydrostatique intratubulaire. Normalement, il existe un gradient de pression hydrostatique à travers le capillaire glomérulaire. Donc, la pression hydrostatique a supérieure, donc comparément de la capsule, donc la pression qui existait dans le capsule de Brown, la capsule urinaire ou le chambre urinaire. En cas d'obstruction, donc la pression qui existait dans cette chambre augmente et vient d'annuler, et donc la pression hydrostatique capillaire. Donc, les ERA apparaissent si l'obstacle dans les voies urinaires est bilatéral, donc unilatéral sur une rein unique, fonctionnel ou anatomique, ou معناتها واحد يمشي بكليه واحده ولا تخلق بكليه واحده, d'accord, ولا sous vésicale معناتها في l'urtère par exemple. D'accord? Donc, les ERA post-rénales ou obstructives, pilio-urétrales, obstacles intraluminales comme des lithiases, des caillots sanguins, des nécroses papillaires qui contiennent des cellules. Donc, les cellules ont l'obstruction. Obstacles extrinsèques par une néoplasie, une fibrose, rétropéritonéale, ou par exemple, un tuberculose, traumatisme. D'accord, traumatisme a des modifications, d'accord, et l'obstruction. Au cours des viscères, des cailloux ou des calculs, cancer, sont des étiologies bénignes vraiment. Prostate, l'adénome, une HPP, l'hypertrophie bénigne du prostate ou un cancer, ou pour l'urètre, des sténoses ou des valves, d'accord. Donc, il y a un syndrome très important de connaître, c'est le syndrome du lever de l'obstacle, accumulation du facteur artériel natriurétique, donc diurèse osmotique à libération de l'obstacle. معناتها كي يصلنا ان obstacle urinaire راح تصير accumulation تاع le facteur artériel natriurétique, donc لهنايا راح يخدم comme un diurétique, راح يدير la sécrétion du sodium et l'eau au niveau des tubules rénaux, et donc contracarant ainsi la rétention de sodium et qui l'aide l'obstacle. Pour la diurèse osmotique à libération de l'obstacle, je m'attends à l'hadra qui donc l'obstacle est rouge, donc ça une libération de façon brutale et soudaine t'as les fluides qui sont accumulés en amont, j'ai bien dit en amont, t'as l'obstacle, les tubules rénaux. Parfois considérable, d'accord, plus de 10 litres par jour pendant 24 heures à 48 heures, correction rapide de l'hypervolémie et de la calémie et de l'insuffisance rénale aiguë, d'accord. Comme on a les trois types de l'insuffisance rénale aiguë, donc on a les conséquences générales. Donc on a le syndrome d'urémie aiguë, donc insuffisance rénale aiguë, une désordre égale une désordre métabolique, donc une gravité liée à une rapidité d'installation, donc elle n'est pas chronique, ça a une adaptation, nature organique ou la fonctionnelle. On a des multiples causes, donc rétention azotée comme l'urécria et l'acide urique, des troubles de l'équilibre acido-basique bien sûr, des troubles hydroélectrolytiques par l'hypercalémie par exemple et l'hypercalcémie, donc des anomalies à l'eau et le sodium,
Et on a des troubles hématologiques comme la thrombopathie, les facteurs de l'érythropoïèse, mais l'érythropoïétine, et une sécrétion bien comme il faut. Pour les rétentions cliniques, on a des OAP par surcharge hydrique, les alvéoles, d'accord, ça l'OAP néphrogénique, d'accord. Des troubles neurologiques comme les crises convulsives et le coma par le déséquilibre donc du calcium et donc elle va favoriser ces états et des hémorragies digestives ما كانش une l'anémie ما كانش l'érythropoïétine et donc ça نلقاو des hémorragies, des troubles du rythme cardiaque et du conduction et par l'hypercalémie, des troubles digestifs comme les nausées et le vomissement, les compartiments membres réglés. D'accord, pour les signes de gravité, donc un prise en charge en urgence. Voici ici des types de médicaments. Quel type de médicament a des problèmes sur un type d'insuffisance rénale et donc elle va aggraver l'état. Et merci pour votre attention.